Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après cette première trêve internationale de la saison. Et il s'en est passé des choses depuis notre dernière émission, avec d'abord cette piteuse défaite au Havre, la fin du mercato et la prolongation surprise, en tous les cas annoncée comme une surprise de Francaise. Nous allons bien sûr revenir sur tous ces sujets en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Aurélien Mar, salut Aurélien. Hello Mika, salut à tous. Et Antoine Delgoulet, toujours aussi jeune, toujours aussi beau. Salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et c'est une première pour notre invité cette semaine, ancien aiglon au début des années 90 et actuel patron de la plus grande boîte de nuit de Nice, le High Club bien évidemment, Jérôme Calatrava est dans Gym Tonic. Bienvenue Jérôme. Bonjour, merci de m'accueillir. Ben, on est très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler. Eh bien, on a beaucoup de choses à dire cette semaine avec dans ce 130e numéro, nous ferons le bilan du mercato d'été avec cette question dans le pour-contre. L'effectif est-il de qualité? On aura Aurélien et William qui s'opposeront sur ce sujet. Le focus portera sur les débuts sans relief de Salis Abdoul Samed au milieu de terrain. Et puis nous reviendrons aussi sur cette prolongation, donc plutôt rassurante de Francaise jusqu'en 2029, avant de revenir dans l'instant tactique d'Aurélien, bien sûr, le match catastrophique au Havre. Et puis nous nous pencherons sur la réception de Nantes, bien sûr, c'est samedi à 17h du côté de l'Alliance Riviera. Et puis le retour du souviens-toi d'Antoine, il sera question d'Andy Delors qui vient de mettre, on va dire, un terme à sa carrière pro, en tous les cas pour l'instant, en rejoignant en Régional 2 le club de l'AC Ajaccio. Voilà donc pour ce sommaire riche. On va commencer ce Gymto avec le mercato et une belle surprise, on va dire ça comme ça, le dernier jour, William, avec la signature du néo-international belge Charles Van Hout. C'était l'envie et le souhait du coach. Il avait besoin de ce profil-là et il a rappelé aujourd'hui, c'était notamment pour pallier le départ de Pablo Rosario. Un joueur, de ce que on m'a rapporté, qui sera une grosse perte pour l'Union Saint-Gilloise. C'est vraiment le joueur état d'esprit, qui connaissait très bien le système de jeu, capitaine de cette équipe-là, et qui en plus a renforcer son jeu sur la dernière saison. C'était plutôt un milieu défensif qui se contentait de bien bosser et de donner. Et depuis la saison dernière, il a travaillé son apport offensif, il a gagné en stats, en passes décisives, en buts. Donc c'est un joueur encore un peu plus complet qu'a récupéré l'OGC Nice. Preuve en est cette première sélection justement avec la sélection belge qui montre que voilà, il a atteint un palier à 26 ans qui fait de lui voilà un vrai statut international et donc un très bon renfort, je pense, pour l'OGC Nice. Un bon renfort pour l'OGC Nice. Est-ce que tu as suivi un petit peu ce mercato niçois, Jérôme? Il a été, on va dire, compliqué, long à venir, quoi. Il y a eu des moments compliqués. Pour vous dire la vérité, pas tout à fait. Pour moi, parce que bon, j'ai une activité, malheureusement, qui m'a pris beaucoup de temps ces derniers temps, puisque c'était une saison pleine pour nous. Donc j'ai suivi à distance, surtout à travers mes garçons, puisque bon, j'ai 4 garçons qui pratiquent au football, et c'est eux qui m'ont annoncé d'ailleurs la venue de ce joueur international, qui, je pense, va faire du bien à l'OGC Nice, oui. On va regarder le tableau du départ et des arrivées, donc ce tableau définitif du mercato niçois, avec donc quasiment autant d'arrivées que de départs dans cet effectif, et surtout un chiffre qu'on peut même peut-être mettre avec les bonus un peu supérieur, le chiffre des ventes, il est même presque aux alentours de 73 millions d'euros pour l'OGC Nice. On n'a pas compté les bonus parce que c'est vrai que ils sont pas encore actifs pour le moment. Et puis au niveau des arrivées, une trentaine de millions, 33 millions environ d'arrivées. Ça veut dire, Antoine, que la balance elle est quand même très positive et l'OGC Nice a bien vendu sur ce mercato. Oui, mais après c'est vrai que donc on aurait pu croire que l'OGC Nice aurait pu acheter autant qu'il a vendu, mais ce qui n'était pas le cas, comme l'a expliqué son nouveau PDG. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frais de fonctionnement qu'il faut combler aussi. Il y a le problème des droits télé, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une balance qui est quand même largement positive. Mais je pense que l'OGC Nice, par exemple, aurait pu avait prévu de mettre 8 millions sur Bandit Camara. Ils n'ont mis que 2 millions sur Abdoul Samed pour compenser. Je ne sais pas si Van Hout peut compenser les 6 millions de Van Hout, compense cette somme qui
Ils auraient pris Van Hout aussi avec Camara, je ne sais pas. Non, s'il y avait eu Mady Camara, je pense qu'ils n'auraient pas eu besoin de Van Hout. Donc on va dire qu'ils ont compensé en fait ce qu'ils n'ont pas mis sur Camara avec Van Hout. Mais bon, je pense voilà, donc l'explication peut-être est telle qu'elle est. Aurélien, est-ce que selon toi, cette balance positive de transfert, 40 millions quasiment qui sont rentrés dans les caisses, ça préfigure de ce qui va se passer maintenant à l'OGC Nice? Chaque saison, il va falloir vendre pour au moins avoir une balance positive de 40 millions d'euros chaque saison. Je pense pas que ça préfigure ce qui va se passer sur les prochaines saisons, mais durant une certaine période, oui, pendant que la crise des droits télé, comme Antoine l'a expliqué, sévit encore, bien sûr. Après, ça va pas forcément être une vérité constante. Et puis, on a vu que cette balance positive, déjà, est une bonne chose pour le club, et de deux, peut être aussi couplée à des arrivées assez intéressantes comme Van Hout et puis comme Gouveia aussi sur le dernier jour du Mercato, ce qui peut aussi donner un petit peu de baume au cœur aux supporters, parce que c'est deux profils très intéressants qui sont arrivés sur le dernier jour. Moi, je pense qu'il y a un paramètre qui dictera l'avenir, c'est la masse salariale. C'est l'effort qui est fait aujourd'hui dans ce dégraissage de l'effectif. C'est surtout essayer de vendre les plus gros salaires. Et aujourd'hui, c'est un plomb dans les finances du club. Il y a encore des joueurs qui ont des salaires très, très élevés, au-dessus des 250 000 euros mensuels. Et aujourd'hui, le l'OGC Nice ne peut plus fonctionner avec beaucoup de joueurs à ces salaires-là. Les recrues, d'ailleurs, n'arrivent pas à ces salaires-là. On l'a vu avec Mady Camara. Nice a justement refusé de lui offrir ce genre de salaire, contrairement à Rennes. Donc c'est ce paramètre-là qui dictera l'avenir. Si on arrive à avoir des joueurs avec des salaires même plus convenables, automatiquement ça se reversera sur les transferts. En tout cas, l'effectif de l'OGC Nice est présent en quantité. On fera le débat tout à l'heure s'il est aussi présent en qualité. Tu en as parlé, Aurélien, il y a un autre nouveau venu dans cet effectif niçois. C'est bien le Portugais Thiago Gouveia qui arrive en provenance du Benfica, qui parle un français parfait. On va l'entendre justement, Thiago Gouveia devant la caméra de Philippe Bertilli. Il explique pourquoi, tout simplement, il a choisi d'arriver à l'OGC Nice. Non, j'ai choisi OGC Nice parce que c'est un club qui bat tous les saisons pour les compétitions européennes. C'est un club bien organisé, un club avec un bon entraîneur, bon joueur, et je crois qu'avec ça, avec la structure comme ça, c'est plus facile d'être content et d'être heureuse de jouer et d'être meilleur joueur aussi. Alors ça va être un joueur important dans l'effectif de Francaise, Thiago Gouveia, parce que il a la polyvalence pour qualité. Ouais, polyvalence non seulement au poste, il peut jouer ailier, il peut jouer piston, mais aussi des côtés, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. C'est un joueur qui est de nature porté vers l'attaque, donc plutôt offensif, mais dans le jeu de l'animation de Franck Hayes, les pistons ont ce rôle-là, surtout d'animer les couloirs avec les offensifs qui peuvent un peu plus se recentrer à l'intérieur du jeu. Donc c'est peut-être cette place-là qu'il va occuper, et notamment au couloir gauche, où Amel Vidbard fait du bon boulot, mais n'a pas les stats offensives de Jonathan Klaus de l'autre côté. On le voit sur la saison passée, Barr c'est 2 buts, 1 passe, Klaus c'est 3 buts, 11 passes décisives. Donc c'est quand même une grosse différence, et peut-être que Gouveia peut pallier ces manques-là dans le couloir gauche, et si on avait le pendant de Klaus à gauche, ça deviendrait vraiment intéressant offensivement, ça amènerait plus de variations dans le jeu de l'OGC Nice. Jérôme, un joueur qui arrive du Benfica à l'OGC Nice, c'est malgré tout un gage de qualité quand il arrive. Bien sûr, puisqu'il a quand même de l'expérience, donc ça a apporté un plus à l'équipe, au groupe et au club. Donc ça peut être que bénéfique. Un joueur polyvalent comme ça aussi, qui peut jouer à gauche, à droite, ailier droit, ailier gauche, dans un effectif, c'est du pain béni pour un coach. Oui, puisque moi j'étais dans ce cas. J'avais eu du mal à l'époque à le comprendre, mais parce qu'on pense toujours être un bouche-trou. Mais quand un coach prend le temps de vous parler, vous dire que justement si vous jouez à différents postes et que vous pouvez le faire et d'autres non. Donc oui, il a compris ça, et je pense que oui, c'est un garçon intelligent. Donc je pense que ça peut être que bénéfique. Comme ton poste de prédilection, c'était quand même quoi, milieu de terrain plutôt? Oui, milieu de terrain. Oui. Et on te baladait quand même un peu les coachs. J'ai fait un peu tout, arrière gauche. J'ai même joué attaquant une année à l'Olympique d'Alès, faute d'attaquant. Parce que j'étais meilleur que certains, mais ouais, j'ai sauf gardien, que gardien de but que j'ai pas fait, mais sinon j'ai fait pas mal de postes. Le Renaud Ripard de l'époque. C'est ça. Avant l'heure. Puisque tu parles des attaquants, justement, il y en a un aussi qui est arrivé et qui a pris la parole durant cette trêve internationale. Eh bien, c'est Kevin Carlos,
l'Espagnol, qui lui aussi vient de poser ses valises sur la Côte d'Azur, et il va nous dire un petit peu quelles sont ses qualités. Lui, il a déjà joué, hein, bien sûr, Kevin Carlos, mais il nous exprime ses qualités. In the pitch, I am a very strong guy, you know. I can help the team with the pressing, you know, disturbing the defender. But what I think is Kevin Carlos in the box, you know. I am always there, and is what I like to do, being there and trying to score goals. Voilà, Kevin Carlos, c'est dans la boxe, c'est un joueur de surface, il parle de lui à la troisième personne, déjà, ce qui est preuve d'une grosse confiance en lui. Bon, pour l'instant, on l'a pas vu marquer des buts en match officiel, on l'a vu marquer en amical face au Genoa. Non, on l'a pas vu. Enfin, on l'a pas vu. Oui. On sait qu'il a marqué. On sait qu'il a marqué 2 buts. On les a pas vus, mais c'est bien pour lui, hein, pour la confiance. Maintenant, il faut confirmer en match officiel, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, il y a des manques. Il y a des choses intéressantes dans l'envie, dans la puissance, mais il y a des manques aussi dans la justesse technique et vraiment la présence face au but d'ailleurs. Il s'est pas encore procuré énormément d'occasions. Après, c'est vrai qu'il est très ambitieux, puisque quand Aurélien est allé le faire en table ronde la semaine dernière, c'est dans le courant de la semaine. Il a dit je veux qu'on se rappelle de mon nom. Hein, c'est exactement. Il a dit je veux qu'on se rappelle de mon nom. Enfin, il considère vraiment que Nice est un espèce de passage pour lui aussi, un tremplin pour grandir lui en tant que joueur de foot, et il veut vraiment marquer le club de son empreinte, et c'est un championnat qu'il a choisi aussi pour la qualité physique des défenseurs, à peu près comme en Suisse, donc il a envie de faire railler avec eux en fait. Jérôme, un défenseur qui se définit uniquement, un attaquant pardon qui se définit uniquement comme un numéro 9, à l'ancienne, on peut dire ça comme ça, un renard des surfaces. Est-ce que c'est adapté au football moderne aujourd'hui, tu penses ? Déjà, oui, ça peut être adapté, comme ça ne peut être adapté, selon le type de situation à laquelle on va jouer. Après, on demande beaucoup plus aujourd'hui, peut-être un attaquant, on lui demande de venir défendre. Tiens, par exemple, Mbappé, on lui reproche de ne pas défendre. Oui, mais bon, Mbappé est différent de Dembélé. Alors que Dembélé a fait, on l'a vu, un championnat d'Europe extraordinaire, en défendant d'ailleurs cette fameuse Sumal que tout le monde en parle. Mais des fois, il y a d'autres joueurs qui ont d'autres critères, et il faut s'adapter en fonction de ça. On peut pas avoir. On souhaite en tant qu'entraîneur avoir l'équipe parce qu'on l'imagine et on se projette pour qu'elle fonctionne d'une façon, mais c'est pas forcément déjà premièrement le meilleur choix. Les joueurs, il faut qu'ils soient au bon moment en forme. Il y a tous ces critères-là qui rentrent en jeu, quoi. Un équilibre d'équipe aussi à trouver. Exactement. Parce que si tu as, je me rappelle quand on avait Mario Balotelli en numéro 9 à l'OGC Nice. Tu savais bien que Mario, c'était pas celui qui allait le plus bosser. Mais si les autres compensaient dans le travail, à Hatem Ben Arfa, c'est pareil. Hatem Ben Arfa, il travaillait pas. Mais l'esprit de l'équipe, c'était nous, on bosse, et après on file le ballon à Hatem, et Hatem fait de la magie. Donc c'est un équilibre à trouver. Si chacun se complète, tu peux avoir ce genre de profil devant. Oui. Est-ce qu'il peut avoir une bonne complémentarité avec Mofi aussi? C'est la question qu'on peut se poser. Ils peuvent jouer à deux devant. Ils ont joué un peu contre le Havre, comme il avait dit, mais bon. Ça va un peu tronquer le pour-contre si je commence à déjà avancer mes arguments. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Il y a aussi des blessures. Il y a tout ça. Bon, on parlera effectivement de l'équilibre de cet effectif et de la qualité. Mais avant cela, on va faire un focus sur une autre recrue cette saison de l'OGC Nice. On passe au focus. Le focus donc qui est consacré à Salis Abdoul Samed, milieu de terrain qui est arrivé donc cet été à Nice après avoir peu joué ces derniers temps. Et on peut dire que pour l'instant, sur les matchs qu'il a joués, c'est pas fou. Non, mais ça confirme ce que tu viens de dire. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup joué la saison dernière et ça se voit. Son premier match avec Auxerre contre Auxerre a été difficile et au Havre, ça a confirmé encore toutes ces difficultés face à une équipe qui était dans l'engagement, dans le duel, dans l'envie, très présente. Et lui, il est dépassé. On le voit dans ses courses. Il a du mal à enchaîner les efforts. Dans le duel, il a du mal à sortir gagnant aussi. Donc encore une fois, pas condamner trop vite un joueur, mais on sent qu'aujourd'hui, il ne peut pas amener ce que souhaite voir Francaise chez lui. C'est un joueur qui a besoin de temps et il aura besoin d'enchaîner quelques matchs et puis là, il va avoir une grosse cadence. Il va forcément avoir du temps de jeu.
prions pour que ça l'aide à gagner en régularité, en rythme. Les stats de Salis Abdoul Samed depuis son arrivée à l'OGC Nice, 3 matchs joués donc pour le milieu de terrain niçois, avec quand même un chiffre qui étonne, c'est ce 84 passes pour un milieu de terrain en 3 matchs. C'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et je vais même donner un argument de plus, c'est le 94% de réussite, c'est sûr, et c'est que des passes vers l'arrière. Ouais. C'est un joueur qui joue très peu vers l'avant, qui prend très peu de risques. Alors encore une fois... 5 ballons récupérés, c'est pas énorme là, aussi. dans le duel, il a du mal, et dans l'organisation, il a du mal aussi à prendre de la responsabilité, à prendre des initiatives, ce qui est normal quand on manque de risques, ce qui est normal quand on arrive dans un nouveau collectif. Donc... il y a des paramètres aussi qui sont audibles, et à voir maintenant dans la progression ce qu'il va pouvoir gagner. Attends, juste moi je suis pas choqué par les 84 passes parce que c'est un milieu défensif. Un milieu défensif, ça fait beaucoup de travail de l'ombre quand même. Et si tu récupères que 5 ballons... Non oui, mais quand tu regardes, après je veux pas spécialement le défendre parce que moi personnellement je l'ai pas trouvé bon sur les matchs qu'il a fait. Mais voilà, c'est un gars de l'ombre qui va surtout être dans le placement, qui va être dans le marquage. Quand on voyait aussi les stats de Santa Maria l'année dernière, qui est un petit peu le même profil, Santa Maria pareil, il touchait pas énormément de ballons mais il était propre aussi, il jouait un peu plus vers l'avant. Bon, pour l'instant ce qui est dommage avec Abdoul Samed c'est qu'on les dirigeants l'ont recruté pour amener son caractère et sa personnalité. Le problème c'est que tant qu'il sera pas au top physiquement, il n'amènera pas ça, et donc faut attendre qu'il se requinque. Et puis Aurélien, il y a l'arrivée de Charles Van Hout là, qui postule pour un poste au milieu de terrain aux côtés de d'Hicham Boudaoui, donc Salis Abdoul Samed, voilà, est-ce qu'il va être en concurrence avec le Belge? On ne sait pas encore. Hein. Alors forcément, il va être en concurrence avec lui, et puis forcément le fait de l'arrivée de Van Hout, ça va forcément lui barrer un peu la route. Donc s'il retrouve pas ensuite des minutes en match, ça va être aussi compliqué pour retrouver le rythme. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on peut manquer de rythme, mais se rendre disponible pour construire, du moins la construction, et on l'a pas vu non plus réclamer des ballons, jouer avec sa défense et justement se porter vers l'avant. C'est là où il a manqué en plus de l'impact défensif. Mais je pense que l'arrivée de Van Hout, c'est positif pour lui. Puisque justement, quand on arrive, qu'on n'a pas beaucoup joué la saison dernière, qu'on a été transféré pour 2 millions d'euros, qu'arrive devant toi un international qui a nécessité plus d'investissement de la part du club, donc forcément où il y a plus d'attentes autour de ce joueur, ben ça va un peu épargner Salis Abdoul Samed, parce que je pense que ces 2 derniers matchs où il a été titulaire, c'était peut-être pas le bon moment pour lui d'être titulaire aussi vite et d'avoir autant d'attentes autour de lui dans une équipe qui a besoin de résultats en plus, donc elle a une pression. Là, arrivé devant nous, un joueur un peu plus confirmé va lui donner le temps, lui, d'être derrière, remplaçant, et de faire des entrées en jeu où il va pouvoir gagner en rythme. Dans la Ligue Europa, il y a plein de matchs. Il a tout dit. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'on attend d'un milieu de terrain défensif comme lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, dans mon époque, c'était la récupération. Quand on récupère 5 ballons, il ne faut pas en perdre 7, sinon ça sert à rien. Être comme on appelait à l'époque des porteurs d'eau, se sacrifier, avoir de l'abnégation pour sa partie offensive. Donc il y avait tous ces paramètres-là qui rentraient en jeu. Donc c'est pour ça ce que disaient Antoine et Will, je les rejoins complètement. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Salis Abdoul Samed. On va lui laisser évidemment encore un petit peu de temps pour montrer ses qualités. Oui, Jérôme, tu voulais finir? Il a quel âge? Parce que 25. 25. Ouais, il est jeune. Hein. Donc ouais, il a encore le temps de se remettre effectivement à niveau et retrouver le niveau qu'il avait exceptionnel du côté du Racing Club de Lens. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Francaise l'a fait venir à Nice. On passe au pour-contre. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que l'effectif de l'OGC Nice est de qualité? Voilà, suffisamment en tous les cas. C'est la question qu'on pose cette semaine à nos débatteurs, et on commence avec toi, Aurélien. Alors moi, pour moi, oui, l'effectif niçois est de qualité. Je vais prendre poste par poste, mais par exemple déjà en tant que gardien de but, Diouf est un portier d'avenir. Dupé, c'est une doublure type de Ligue 1. Défensivement, on peut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'un effectif de qualité. C'est un effectif qui est amovible, et c'est un effectif qui est garni. Défensivement, Barre peut jouer piston gauche, peut jouer central. Klaus, pareil, peut un peu être amené sur ce poste de latéral droit. Francaise a des options pour jouer à 4 ou à 5 défensivement. Même Antoine Mendy peut jouer à la fois central ou alors latéral droit. Thiago Gouveia, qui vient d'arriver aussi, peut s'immiscer. Donc,
de cette manière-là, dans la mobilité, on a de quoi faire du côté de Nice. Et puis au niveau des milieux de terrain, si on pose quand même les noms de Sanson, de Boudaoui, de Ndombele, d'Abdoul Samed, c'est des joueurs qui ont déjà goûté aux strates européennes, qui ont réalisé de bonnes choses dans leur carrière. Donc ça marque forcément une empreinte dans un effectif. Et puis au niveau de l'attaque, si on compte et si on comptabilise tous les montants des transferts des joueurs offensifs du gym, on arrive à 85 millions d'euros entre Johnson, Boga, Shaw. Et par exemple, Mofi a acheté 22,5 millions d'euros. Donc oui, sur le papier, il y a forcément un effectif taillé pour jouer l'Europe et un effectif de qualité. Ça, c'est indéniable. Après, il faut arriver à retranscrire cette qualité sur le papier, sur le terrain, forcément. William. Le bémol que j'apporte à tout ça, c'est le papier ne reflète pas concrètement les dynamiques. Et oui, sur le papier, Abdoul Samed, par exemple, c'est un recrutement intéressant. Mais c'est un joueur qui manque de temps de jeu, qui doit se relancer. Au Pong, sur le papier, c'est un joueur d'avenir. Mais joueur d'avenir veut dire incertitude. On ne sait pas comment va progresser. Quand je vois récemment encore que certaines personnes vantent l'arrivée de Moïse Bombito comme une grande réussite la saison dernière, je n'en suis pas encore convaincu. C'est encore lui aussi un joueur qui a besoin. Donc je trouve que dans cet effectif, il y a encore pas mal d'incertitudes là-dessus. Défensivement, au milieu, Abdoul Samed, heureusement l'arrivée devant nous t'apporte un peu plus de garantie. Devant, en perdant Guessant, tu perds aussi une valeur sûre, pas au niveau seulement statistique, mais au niveau variété de jeu. Qui est le joueur capable de porter le ballon, de casser les lignes, de créer lui l'action, d'être le moteur. Et aujourd'hui, Boga, peut-être, encore une incertitude, il faut que Boga retrouve son meilleur niveau, il est capable de le faire, mais est-ce qu'il le fera? Et pour l'arrivée de Kevin Carlos, ce que je trouve dommage, c'est qu'avec Mofi, ils se ressemblent beaucoup dans le profil. Je ne suis pas sûr qu'une attaque Mofi-Kevin Carlos soit très complémentaire. Et c'est là que j'ai été très déçu, par exemple, du départ rapide en prêt de Victor Orakpo, qui lui avait un profil plus différent, peut-être plus dans la profondeur, peut-être plus dans le jeu en combinaison. Donc, je ne dis pas que l'effectif n'est pas de qualité, je dis que l'effectif est incertain et aujourd'hui, à l'instant T, c'est difficile de pronostiquer qu'est-ce que peut faire cette équipe. En tous les cas, ce qui est sûr, Job, c'est que l'effectif est fourni, tous les postes sont doublés à l'OGC Nice. On a vu que l'année dernière, avec la cascade de blessures qu'il y a eu, et encore en début de saison, c'était un point compliqué pour Francaise. Est-ce que pour toi aujourd'hui, puisqu'il y a eu ce phénomène en Coupe d'Europe l'année dernière où on ne pouvait pas faire jouer deux équipes l'une avec l'autre, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, l'OGC Nice est armé pour jouer et la Coupe d'Europe et le championnat? Question dure, hein. Tout dépendra de l'évolution des matchs qui vont enchaîner. C'est tous des joueurs professionnels. Le recrutement a été fait, je pense, judicieusement. Franck Hez n'est pas un débutant, mais il faut laisser prendre le temps. C'est sûr qu'on n'est pas le PSG, ça faut se le dire. On est l'OGC Nice, on le fait avec nos moyens, et je pense qu'on le fait bien. Aujourd'hui, il faut laisser le temps. Il y a plein de paramètres qui rentrent en cause, hein, les blessures, le temps de jeu, il y a tout ça, mais il faut faire confiance à cette équipe, à cette jeune équipe. Il y a aussi des joueurs d'expérience dans cette jeune équipe qui peuvent apporter énormément de choses. Donc il faut laisser le temps. Et il faut bien sûr pas laisser 10 ans. Hein. C'est pas ce que je dis, mais il faut quand même laisser le temps. Bon, Antoine, qui t'a convaincu? Les deux ont des bons arguments. Après, moi, je pense que l'effectif sur le papier, il est de qualité. Mais quand on voit les Boga, quand on voit les Diop, quand on voit les Shaw, quand on voit les Mofi, l'argent qu'ils ont coûté et quand on voit leur production sur le terrain, enfin pour moi je trouve ça hyper décevant. Ouais, parce que c'est un contre-argument hein, pour Aurélien, parce que tu l'as dit, ça coûte 80 millions d'euros, 85 millions d'euros, mais ils sont pas on les voit pas sur le terrain. On les voit pas du tout sur le terrain. Effectivement, les investissements qui ont été mis à l'époque, maintenant en plus, effectivement, si on regarde maintenant leur valeur marchande, à mon avis, elle a largement baissé. Et en fait, moi, c'est pour ça que je trouve décevant, parce qu'effectivement, l'effectif peut paraître de qualité comme ça quand on le regarde sur le papier, mais sur le terrain, et quand on voit, même surtout, c'est pas, effectivement, faut attendre, comme dit Jérôme, comme dit William, mais les Boga, les Shaw, les Diop, les Mofi, ils étaient déjà là. Hein. Donc, moi,
il faut attendre, certes, mais ces joueurs-là, j'attends beaucoup plus des joueurs qui étaient déjà là. Et de ce qu'on a vu en plus dans ce début de saison, on peut pas dire que il nous est convaincu sur la qualité des recrues en particulier. Bon, après les recrues, il faut leur laisser du temps, ça c'est normal. Mais par contre, moi, mais bon, quand tu sais que ce que tu as perdu, comme disait Will, avec Guessant, avec d'autres, et ce que tu vois pour l'instant, les Johnson, Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment vu l'équipe de l'OGC Nice? Non. Ils ont fait 4 matchs de championnat, c'est ça? 3 matchs de championnat. 3 matchs. Donc en 5 matchs officiels, est-ce qu'on a vraiment vu le 11 de l'OGC Nice de cette année? Non. Je pense qu'ils doivent se chercher. À un moment donné, ils doivent se chercher. Et puis, je crois que Francaise, à un moment donné, va trouver la clé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser un peu de temps. C'est sur moi, par rapport à ce que j'ai vu, certaines fois, elle manque de caractère, cette équipe. Mais les qualités des joueurs, faut le dire, elle est là. Donc, il va falloir qu'il trouve. Et je pense qu'il va la trouver. Et bien justement, Francaise, dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense de son effectif? Quel bilan il fait de ce mercato? On écoute le coach niçois. Je suis content de l'effectif que j'ai. Voilà. Je pense qu'il est là aujourd'hui, il est complet. Quand on a tout le monde, il y a une vraie possibilité de concurrence. À la fois une vraie possibilité de concurrence, parce que c'est nécessaire, pour que les joueurs donnent le meilleur. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Et puis c'est nécessaire parce qu'on va avoir aussi beaucoup de matchs et qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont être amenés à jouer, à commencer des matchs, à les finir. Et après, voilà. Et après, c'est à eux. Moi, j'ai confiance, mais je suis dans la confiance, mais j'ai pas de complaisance, quoi. Après, c'est à eux d'être bons. Voilà. Enfin, à nous d'être bons. Mais je me mets avec eux, mais après, individuellement, quand on parle des joueurs, il y a une performance qui est attendue, quoi. Voilà. Et un minimum, en tout cas. Un minimum de performance attendue par rapport à ces joueurs, c'est un peu, il rejoint ce que l'on disait, individuellement sur le papier, cette équipe de Nice, elle est bien construite. Après, maintenant, aux joueurs de confirmer. Jérôme en off vient de faire une très bonne remarque. Il a posé la question de la CAN ou pas cette année. La Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, en effet, en décembre, ça engage Yehvan Diouf, donc déjà ton gardien. Bon, t'as Maxime Dupé derrière. T'as Djoumaba qui va être concerné. T'as probablement Antoine Mendy. Tu vas avoir au milieu Boudaoui. Tu vas avoir devant Mofi peut-être, Boga peut-être, donc Abdoul Samed. Donc tu risques d'avoir aussi, en fait c'est presque Youssouf contradictoire parce que ils sont bons, ce qu'on espère, et ben ils seront pas là en décembre. Donc tu vas les perdre. Burundi, ils sont pas qualifiés, je crois. Youssouf, il sera toujours pas remis. Non. Mais voilà, tu risques aussi d'avoir 6-7 joueurs qui vont te manquer. D'où la profondeur d'effectif quand même, malgré tout. Ça dure 3 matchs, hein, parce que la CAN, c'est décembre, janvier, donc... Et en espérant que ça se passe bien. Voilà. Tu ne pas avec des blessés. Exactement. Ça a souvent été un moment compliqué, mais c'est pour beaucoup de clubs en France aussi. Exactement. Il y a beaucoup de joueurs africains en France, donc c'est vrai que tous les clubs sont concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été l'annonce surprise de cette trêve internationale. Elle est intervenue en fin de semaine dernière. La prolongation jusqu'en 2029 du coach de l'OGC Nice, Francaise. On en sait un petit peu plus sur comment ça s'est passé. Will, il nous a expliqué tout ça aujourd'hui en conférence de presse. En fait, ça ne date pas de la semaine dernière, hein, cette prolongation. Elle date d'avant. Non, il a bien précisé qu'il avait signé sa prolongation début août. Et avant que la compétition ne démarre. Donc avant même les matchs de Benfica. Donc il fallait peut-être mieux signer avant que maintenant. Je pense qu'il aurait peut-être un peu plus hésité avec quelques semaines plus tard. On ne sait pas, mais en tout cas l'histoire est faite ainsi. C'est que c'est un signal positif forcément pour le club parce que au-delà de Francaise et qui continue, c'est de la stabilité sur le banc de l'entraîneur, ce que n'a plus connu l'OGC Nice depuis un long moment aujourd'hui, parce que après toutes les successions, le dernier qui avait été resté 2 saisons sur le banc, c'était Lucien Favre en fait. Depuis Lucien Favre, après lui-même n'était pas resté longtemps. Donc voilà, c'est déjà ça aussi le signal positif quand il parle de pourquoi j'ai prolongé, c'est pour travailler dans la continuité sur la durée. C'est un bon signal pour le club. Et puis ça va éviter, Aurélien, aussi toutes ces rumeurs à chaque fois de dire Rennes, tiens, est-ce qu'on vient le chercher ou pas. Bon, pour l'instant, en tous les cas,
il s'inscrit dans la durée, Francaise. On va être tranquille pour une saison de Après, rumeurs c'est du avec foot, Rennes. attention. Ouais, Ça peut s'apparaître vite, hein. Bien sûr. Puis on connaît les Rennais qui veulent souvent shipper quelques éléments ici, mais c'est sûr que forcément c'est un gage de stabilité, surtout au moment où le président River a passé la main, au moment où le mercato a été grandement animé. Lui a toujours ses convictions, elles sont toujours, elles ont pas changé depuis son début de carrière à Lens. Il a sa tactique, il a ses idées, et puis maintenant c'est à lui de jouer cette saison. Mais oui, c'est un gage forcément de stabilité. Jérôme, quand tu vois le début de saison compliqué de l'OGC Nice avec ces 2 défaites en championnat, ces 2 défaites en Ligue des Champions face à Benfica, un mercato compliqué. Là, se dire, voilà, Francaise est là, il s'inscrit dans la durée, il a envie d'être là, il veut aller au bout, il connaît le projet. Du coup, on est un peu plus tranquille ? Pour moi, oui. Parce que, même si je ne le connais pas personnellement, c'est une personne que j'apprécie déjà par rapport à ce qu'il a fait avec Lens. Et c'est pour ça que je sais qu'il ne partira pas d'autre club par rapport à ce qu'il a annoncé. C'est quelqu'un qui a des principes. Et c'est pour ça que je sais que c'est quelqu'un qui aura la clé à un moment donné, qui va la trouver et qui va pouvoir faire évoluer notre équipe et notre club. Et ça c'est ce que je ressens moi, ce que je pense. Mais il est assez logique, je pense qu'il est intelligent, et j'en suis sûr même. Et je sais qu'il va avoir donc les clés de cette solution, et on en reparlera dans quelques mois. Vous allez Ça voir. a en tout cas calmé un peu les supporters sur les réseaux, les choses comme ça, qui se disaient, Francaise, vu le début de saison de l'OGC Nice, alors pas forcément les supporters de l'OGC Nice, mais les observateurs du foot disent, ça peut être peut-être le premier coach à être démis de ses fonctions ou à démissionner, ou voilà. Là, ça coupe court à tout ça, en tout cas. Démis de ses fonctions, je pense pas quand même, mais c'est un très bon message aux supporters, surtout que on avait quand même senti dans ces conférences de presse, Will, tu dis si je me trompe, Francaise des fois un petit peu agacé par un mercato qui peinait à bouger, par un effectif dont il demandait un peu plus à un moment donné. Donc effectivement, je reconnais que aussi personnellement j'ai été surpris de cette prolongation parce que voilà, donc effectivement ça a apaisé pas mal de monde. Et il l'a bien dit, William, ce sont les dirigeants de l'OGC Nice qui sont venus le voir, qui l'ont sollicité. Ça l'a même lui-même quand même un petit peu surpris à ce moment-là aussi. Surpris, je sais pas. Il est conscient quand même d'avoir fait du bon boulot pour la première saison, parce que on parle beaucoup de cette 35e place sur 36 qui est en Ligue Europa, qui forcément fait tâche. Mais au final, faire 35e sur 36 et aller chercher la 4e place de Ligue 1, c'est à son crédit. Il a réussi sa saison globalement. Maintenant, il est reparti pour une 2e saison. Là où je suis rassuré, où on peut être rassuré, je pense, c'est dans son état d'esprit à lui. S'il accepte de prolonger, c'est qu'il se sent investi à l'OGC Nice et écouté. Après, sur les attaques des autres, tout ça, moi, le seul raisonnement que je me dis, c'est que si quelqu'un comme Rennes insistera pour venir le chercher, ça coûtera plus cher. Voilà. Parce qu'il a dû négocier une petite rallonge aussi, du salaire. Faire ce qu'il a fait avec ce qui s'est passé autour, que ça soit un changement de président, de sponsoring, parce qu'il faut dire, il y a tout ça, ça a fait du bruit, ça a parlé un peu de partout, dans les plateaux télévisés, dans les journaux. Donc c'est pas évident de gérer une équipe, un groupe, avec toutes ces pressions extérieures qui en rajoutent en plus. Donc moi je le dis que c'est quelqu'un par rapport à ce qu'il fait, et c'est très bien. Mais après c'est vrai que ça sera mieux. C'est vrai, je pense aussi, mais c'est vrai que si on est mauvaise langue, on peut dire que les dirigeants l'ont prolongé pour mieux le vendre à Rennes plus tard. Alors ça c'est très mauvaise langue. Oui, c'est très mauvaise langue. Mais alors là tu prêtes un agenda aux dirigeants niçois. On en parlera dans un an. Bon, on sortira la séquence si jamais c'est le cas. On va l'écouter quand même, Francaise. Alors c'est un peu long, je vous préviens, parce que il avait besoin d'exprimer ses raisons pour lesquelles il aime l'OGC Nice et pourquoi il est resté, il a prolongé au club. On écoute Francaise, c'était ce matin en conférence de presse. Moi je suis bien ici en tout cas, sinon j'aurais pas prolongé. Voilà, donc là ça c'est une évidence. Je suis bien dans le contexte, dans le local, franchement, je suis très bien. Rassurer les supporters, je sais pas si ça rassure les supporters, parce que si on perd encore 10 matchs, ça va pas les rassurer, et je le comprends très bien aussi. C'est pas ça, c'est pas de rassurer quelqu'un.
c'est de travailler dans la continuité, dans la durée, ce qui est assez rare, enfin plutôt rare dans le foot. Mais ouais, j'ai fait 4 ans et demi à Lens, hein, enfin 7 ans au total, mais 4 ans et demi avec les pros. Moi j'aime bien travailler dans la durée. Je vais pas dire, je suis pas très habile de mes mains, donc je vais pas dire que je suis un bâtisseur, parce que je sais pas faire grand chose de mes mains. Mais je dis ça pour ma femme, comme ça la rassure, hein, elle sait que c'est vrai. Mais d'essayer de mettre en place des choses avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, il y a plein de belles choses en fait ici. Alors je sais, tout le monde est, enfin, beaucoup de gens sont critiques avec Nice pour X raison. Bah moi j'ai envie de défendre le club. Voilà, j'ai envie de défendre le club parce que c'est un beau club. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il a envie de penser. Moi je suis dedans depuis 15 mois et c'est un beau club avec plein de gens bien. Alors on fait pas tout parfaitement. Moi le premier, il n'y a pas de souci. Aucun souci par rapport à ça. Mais on essaye. Voilà, je sais que les uns et les autres sont critiqués. Fabrice, Flo, les joueurs, moi, le staff. Et pas le staff médical. Ça fait partie du job, pas de souci. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de gens bien ici. Voilà. Et qu'on essaye, avec nos imperfections, voilà. Et ça n'empêche pas qu'on va essayer de s'améliorer, hein. Voilà, tous. Et amener encore plus d'exigences à tous les niveaux du club. Ça, c'est ça l'objectif. Mais c'est un beau club. C'est un beau club avec plein de gens bien. Donc, voilà. Après, je pense qu'il n'est pas suffisant. Enfin, il n'est pas bien reconnu. Après, les explications, je les ai pas. Moi, je comprends pas trop des fois. Il y en a des explications. Mais voilà, chaque club a ses qualités, chaque club a ses défauts. En tout cas, c'est un club qui mérite de. En tout cas, je suis content d'avoir prolongé. Aussi. Voilà. Voilà, déclaration d'amour de Francaise à l'OGC Nice. Jérôme, j'aimerais te faire réagir sur ce que dit Francaise à un moment donné. C'est un club qui n'est pas assez défendu, qui n'est pas assez reconnu, l'OGC Nice. C'est l'image aussi que tu as, toi, de ce club-là ? Ah oui. Depuis que je suis à l'OGC Nice, donc depuis les années 80, oui. Effectivement, il a tout à fait raison. Et c'est dommage. Et c'est peut-être aussi ce qui nous manque pour pouvoir faire le petit plus des fois pour passer. On le voit, hein, on le voit quand on a des matchs. Le stade, il est à moitié vide ou à moitié plein. Alors qu'on fait des grosses affiches des fois, à part bien sûr le PSG où c'est archi plein. Mais ça m'attriste. Et moi, je l'ai connu ça aussi. À l'OGC Nice, on était 3e en championnat de 2e division. On s'entendait parler, les supporters pouvaient communiquer. Après, quand on a été premier, bon, il y avait du monde. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de supporters, parce qu'il y a toujours quand même ce noyau niçois, heureusement, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Sur ce côté, Antoine, Nice mérite d'être défendu, et en gros, je suis là pour le défendre, moi, en tant qu'entraîneur. Francaise, c'est courageux aussi de sa part de dire ça, parce qu'on sait que l'OGC Nice, c'est pas le club le plus aimé de France, loin de là. Non, mais ça prouve qu'il a investi complètement à 100% dans sa mission, même à 200%. Voilà, à Lens, il s'était investi complètement. Dans tous les clubs où il est passé, il s'est investi complètement. Il essaie de s'imprégner de la ferveur locale. À Lens, c'était peut-être différent aussi, parce que c'était peut-être un peu plus fort au niveau de la ferveur, mais là, il essaie de s'adapter. Mais moi, je pense qu'il défend ses couleurs, et c'est un coach investi, c'est tout son mérite, et c'est un super état d'esprit. Et ça, Nice a la chance d'avoir un coach comme ça. Après, que les gens n'aiment pas l'OGC Nice, oui, le Mambati. Hein. Oui, exactement. Mambati, puis on le sait surtout. On le sait, en fait. Je comprends que Francaise commence à le voir et à le comprendre. Mais nous, en tant que Niçois, on l'a toujours su. L'OGC Nice ne fait pas partie des clubs que les gens apprécient en France. Pourquoi ? Parce qu'on a cette mentalité assez spéciale. Déjà le Nice, la Côte d'Azur, le soleil. Ça énerve, tu vois, ça agace. On est les riches du Sud qui sont au soleil et tout. C'est toujours déjà cette image-là. Et puis de deux, on a ce côté identitaire qui est assez fort. On a nos supporters qui sont assez fiers et orgueilleux, et parfois qui donc peuvent pointer du doigt l'adversaire, l'insulter sur des banderoles, des choses comme ça, et ça, toujours, c'est mal vu. Surtout maintenant, surtout dans la société de voilà, surtout dans la nouvelle société. Mais ça existait de tout temps. À l'OGC Nice, les supporters niçois ont toujours fait des banderoles, des choses un peu provocatrices. C'est notre état d'esprit. Et puis, comme tu l'as dit, oui, on nous aime pas,
Mambati. Ouais. Ce qu'on Après, veut, on n'est pas une capitale, on est la capitale du soleil, mais on n'est pas une capitale. Donc, C'est bien résumé. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la prolongation de Francaise. On va faire rapidement un petit bilan de la trêve internationale avec bien ceux qui ont été sélectionnés dans leur pays respectifs. On va voir un petit tableau vite fait. Il y en a moins que les saisons dernières, hein, quand même. Il y a moins de joueurs qui partent en sélection. Donc Charles Van Hout, qui a d'abord, bien lui, c'est une première pour lui. Première cap avec l'équipe de Belgique, Djoumaba qui a joué 2 matchs avec la Sierra Leone, Mendy, Diouf qui n'ont pas joué avec le Sénégal, Hicham Boudaoui 2 matchs joués avec l'Algérie, Salis Abdoul Samed 1 match joué avec le Ghana, et il ne faut pas oublier, et ça c'est incroyable, et Francaise en a parlé en conférence de presse aussi, Will, c'est que Ali Abdi a été convoqué par la Tunisie. Il s'y est rendu sans jouer, évidemment, mais il a passé 5 jours avec sa sélection alors que le Nice voulait le garder ici à Nice. Mais Francaise l'a précisé aussi, c'est en tant que vice-capitaine. Oui. Alors c'était apparemment important pour la fédération tunisienne et sa sélection qu'il soit présent pour... je sais pas si l'effectif est jeune. Peut-être qu'ils ont besoin de ce cadre qui, même s'il ne joue pas, soit présent dans le vestiaire, puisse parler, encadrer les jeunes. Je ne sais pas vraiment les volontés et les pourquoi du comment, mais en tout cas, oui, c'est une réalité. Ali Abdi est parti pendant 5 jours. Après, vu qu'il ne peut pas s'entraîner, ça aurait été mieux qu'il se soigne ici. Mais est-ce que ça a un réel impact pour la suite de sa saison, je n'en suis pas sûr. Et il faut bien le préciser, il est donc été en sélection, parce que les supporters ont pu voir qu'il était en sélection, il n'a pas joué évidemment, il ne s'est pas entraîné avec eux, il a juste, il était là pour le dirigeant, quoi. Ouais. Puis tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de départs pour l'instant. Oui, non, mais quand on a vu des trêves internationales avec beaucoup plus de joueurs, mais tu peux avoir Jérémy Boga qui s'ajoute, tu peux avoir Terem Mofi qui s'ajoute, tu peux avoir quelques éléments qui s'ajoutent. Boto qui est blessé. Il ne peut pas annuler par contre, non. Pardon ? Il ne peut pas annuler par contre dans l'autre sens. Non. Non, tu peux pas refuser une sélection. C'est le problème d'Ali Abdi, voilà. Il n'a pas pu vraiment refuser. Bon, en tous les cas, cette trêve internationale, elle a permis de retrouver des couleurs parce que l'OGC Nice en avait bien besoin après ce match face au Havre et ça va nous donner l'occasion de revenir sur tous ces manquements avec Aurélien. Alors, l'instant tactique d'Aurélien, tu vas nous parler de ce match catastrophique au Havre. Et en particulier de cette défense niçoise. Défense catastrophique, ballon au pied, sans ballon. On a vu les cafouillages de Mendy, mais sur le premier but avré, c'est plutôt Opong qui est pris à défaut. On voit que c'est d'ailleurs Mendy qui est chargé de défendre sur Soumaré, qui ne peut centrer que sur Doucouré, qui est le seul avré dans la surface. Puis on va voir que pour se démarquer, justement, l'attaquant avré Doucouré fait un très bon appel. Il est vrai, il feinte la course au premier poteau pour revenir dans le dos d'Opong. Mais il faut dire que le Ghanéen joue quand même très mal le coup parce qu'il est mal placé, il est mal orienté. Au lieu d'être de 3/4 pour garder quand même un œil sur Doucouré, il est complètement face au ballon et donc oublie l'attaquant avré dans son dos. Et puis quand Soumaré met un ballon, comme on va le voir, dans la bonne zone, forcément, Opong est battu et le temps de retard ne sera vraiment jamais rattrapé. Doucouré ouvre le score. 1-0 sur une erreur de marquage purement individuel pour le coup d'Opong. Donc pour toi, ce premier but, il est pour Opong. Complètement. À souligner quand même la superbe passe de Soumaré. Est-ce que j'allais dire super le millimètre. Parce qu'entre les deux là, c'était pas évident. Ensuite. Et puis on aura une deuxième situation criante aussi encore sur un centre. Comme quoi les centres avrés ont été très bons, mais on peut en dire tout autant et en sens inverse pour la défense niçoise. Là c'est Nego qui va s'avancer. On voit que le seul niçois qui est au marquage de son joueur, c'est Louché, qui n'est pourtant pas défenseur de métier. Opong hésite à sortir d'ailleurs sur Keshta au cas où. Et puis surtout Samata va profiter des largesses de Ba qui pour le coup est impardonnable parce que Opong certes ne peut ne pas le voir dans son dos mais Ba l'a vraiment en visu et ne le marque pourtant pas du tout. Moi c'est lui. Nego va centrer, Samata évidemment fait son appel entre les deux défenseurs, entre Ba et Opong qui ont beau sauter mais le placement était mauvais
à la base de cette action. Et puis il n'a même pas à sauter très haut, le Tanzanien, pour mettre sa tête. Heureusement, elle sera un petit peu trop décroisée et puis le ballon va fuir le cadre de Yehvan Diouf, mais encore une erreur défensive et des largesses de marquage. Bon, il faut rappeler que la défense est assez inexpérimentée, mais bon, ça traduit au moins des manquements de communication entre bas et Opong sur ce coup-là. Voilà, donc ce match au Havre, qu'il ne faudra pas oublier malgré tout, parce que l'OGC Nice s'est incliné 3-1 chez Didier Desgarbes. Il va falloir maintenant repartir de l'avant, déjà se racheter. Vas-y, passe devant la caméra, t'inquiète pas. Comment tu veux on a le droit, vas-y, fais ce que tu veux. T'as oublié qu'on faisait de la télé, Aurélien, ça y est. Il pouvait pas faire autrement, à part se mettre à 4 pattes et passer. Eh oui, mais il pouvait passer derrière. Allez, t'inquiète pas, t'auras un petit carton jaune, mais ça va. Tire au coin. C'est pas rouge. Donc ce match face à Nantes, c'est déjà l'opération rachat pour l'OGC Nice après ce début de saison, on va dire très 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 moyen, plus que moyen même, raté. On peut dire ça comme ça, avec une seule victoire au compteur pour le moment sur 5 matchs joués, toutes compétitions confondues. Will, on parle toujours de l'urgence des résultats. Chaque match, on doit les gagner. Chaque match, ils doivent prouver. Là, quand même, tu as joué des équipes qui étaient largement à ta portée et tu n'as que 3 points pour l'instant au classement. Ouais, c'est plus par rapport à la qualité de tes adversaires que l'urgence de points se fait, parce que tu n'as joué que des équipes qui vont probablement lutter pour le ventre mou ou le maintien, et tu n'as pas réussi à toi t'affirmer comme un candidat plutôt à la première partie de tableau. Donc là, forcément, t'enchaînes encore avec une 4e équipe qui est dans ce cadre-là, avant un mois d'octobre où là, à l'inverse, tu vas avoir tous les gros face à toi. Et donc, la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe à gérer au milieu. Donc elle vient de là aussi, l'urgence des points. C'est que ne pas les prendre maintenant va t'obliger à vouloir les prendre après, là où ce sera bien plus compliqué par la cadence des matchs et la qualité de l'adversaire. Donc forcément, demain, ça devient 3 points indispensables. 3 points indispensables, Antoine, aussi pour toi, surtout à domicile, où les Niçois ont perdu contre Toulouse, ont gagné contre Auxerre. Mais voilà, ça a toujours été très difficile. 3 points indispensables, surtout contre des Nantais qui ont 3 points comme toi, qui sont pas mal défensivement, parce qu'ils ont perdu que 2 fois 1-0 contre Paris et Strasbourg. Qui est un peu ta bête noire, Nantes aussi. Oui, non, parlons. C'est pas dans c'est ta bête noire. C'est toujours très compliqué, je pense. Il n'a pas gagné ses effectifs sans William a fait un papier cette semaine avec, en parlant de 5 de ces 7 matchs, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qui n'ont pas souri, et puis qui vient de battre Auxerre, hein. Voilà, on a battu la même équipe aussi, et Nice a battu la même équipe, Auxerre, ils ont battu 1-0 sur un but de Mohamed, qui était à un moment donné peut-être pressenti. Il était plus que pressenti, il était sur la tablette de l'OGC Nice pour venir au gym. Bon, après, voilà, Nantes, quand on regarde l'effectif, ça fait pas rêver non plus, hein. Donc voilà, c'est une équipe qui peuvent battre, c'est celle-là, donc 3 points impératifs. Aurélien, on parlait de ce qui s'est passé au Havre, on les attendra peut-être un peu plus défensifs, un peu mieux défensivement. On fera le point avec Will sur la compo, il y a des joueurs qui vont revenir, mais avant tout, face à une équipe qui marque pas beaucoup de buts et qui n'en encaisse pas trop non plus, il va falloir se montrer créatif devant et solide derrière. La belle époque nantaise est finie depuis un bout de temps, donc forcément l'aspect défensif. Quand même, Henri Michel. Antoine, oui, je veux bien, Jérôme, moi. On en a entendu parler quand même. Du jeu à la nantaise. Le stade Marcel Sopin. Mais tu vas pas me dire que tu te rappelles du but Loco Wedek. Et il l'a vu en vidéo, maintenant il va sur TikTok. Sur Lina, attention. Sur le YouTube de Lina quand même. Il écoute Michel Sardou, donc il peut bien. C'est vrai. Ah, ça va. Tu pourras revenir la semaine prochaine. C'est un vieux jeune. Tout a fuité en fait. Il n'y a plus aucun suspense. Non, mais c'est vrai que Nantes est jamais réputé pour son jeu offensif. La défense niçoise n'a pas été bonne sur les 3 premiers matchs, donc je pense que Francaise a dû quand même appuyer sur ça cette semaine. Et puis profiter des retours justement de quelques blessés, des nouvelles arrivées récentes, parce que derrière le risque de rechute existe malheureusement avec la cadence des matchs, donc oui, prendre les points maintenant. À noter que les Nantais seront privés de Guirassy, leur attaquant qui est blessé en équipe de France Espoir. Ah oui, ça râle aussi là-bas. Pour le plus grand courroux de l'entraîneur Castro, qui avait soi-disant dit qu'il ne devait pas jouer. C'est le Dembélé de Nantes. Voilà, exactement. Ouais. Les histoires de blessures en sélection, c'est vrai que ça a animé cette trêve internationale. Comment tu juges, Jérôme, ce début de saison de l'OGC Nice, là, pour le moment poussif En dents de scie. En dents de scie. En dents de scie. Après, pour moi, je pense qu'il faut, bien sûr, qu'il renverse la vapeur et ça passe par des victoires.
ou voire même un match nul, hein, parce que des fois un match nul, c'est pas un bon résultat hein, contre Nantes. Non, je sais bien, mais des fois il faut passer par là. Moi, si demain tu me dis on fait match nul et on enchaîne 10 victoires, voilà, je le signe. Mais ça part de ces détails. Et moi, je l'ai connu en tant que joueur. À un moment donné, il y a des matchs qu'il faut gagner. Peu importe comment on joue, mais il faut le gagner. Donc, il faut mettre le bleu de chauffe et faire des choses des fois qu'on ne veut pas ou qu'on n'a pas l'habitude de faire sur le terrain. Et donc, avoir la négation pour le copain et du sacrifice pour pouvoir avoir ces 3 points. Voilà. Et ça, justement, Jérôme, toi qui es un Niçois quand même, et à l'époque où tu jouais, et toi tu avais cette mentalité-là, tu trouves pas que c'est, enfin, ce qui caractérisait l'OGC Nice, et tu trouves pas que c'est depuis quelques saisons, c'est ce qui manque vraiment à l'OGC Nice, cette grinta, cette volonté qu'avait l'équipe à l'époque, qui avait sûrement moins de talent, mais qui avait cette peut-être des résultats grâce à ça. Après, tout est différent. Moi, j'étais dans un contexte où, on va dire 80% de l'effectif, c'était les joueurs du centre de formation. Parce que ce qui n'est pas le cas. Donc, les joueurs avec qui je jouais, avec qui j'ai grandi au centre de formation, même si des fois ça nous arrivait, on se battait au centre de formation. Par contre, sur un terrain, personne n'avait le droit de toucher à mon ami. Moi, j'avais le droit peut-être de le toucher à l'entraînement, mais sur le terrain, on mettait le bloc short pour le coin. Si à l'époque, vous avez connu tous Marco Di Cosenzo, si quelqu'un le touchait, derrière il y avait Youssef Salmi, Crétier, Fuge, moi, personne ne le touchait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se perd. Après, ça se construit, ça, hein, bien sûr, et je pense ce que va faire Franck Hez au sein de son effectif, de son équipe. Et c'est pour ça que c'est pas évident quand beaucoup de joueurs viennent de l'extérieur. Il y a aussi, nous à l'époque, on avait 1 ou 2 joueurs qui parlaient pas français, comme John Agbe qui parlait, il a appris le français, mais il parlait en anglais. Oui. Donc on parlait avec lui. Bon, nous on n'était pas très fort en anglais. Hein. Donc mais on a créé après l'amitié, puis les résultats, le moment de partage, créer une équipe, créer un noyau, et ce noyau, comme je dis, ça vient de certains joueurs qui vont peut-être sortir là, à un moment, leur caractère, parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'imposer. Moi, je l'ai fait en fin de carrière. Bon, j'ai pas fait une carrière extraordinaire, mais j'ai fait quand même 10 ans pro. Mais il faut à un moment donné, il faut s'imposer. Et ça va sortir, et je l'espère. Et je pense que Franck Hez travaille sur ça aussi. Ouais, parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée du Belge Charles Van Hout, c'est un joueur de caractère aussi qui est arrivé à l'OGC Nice. C'est ce qui manquait peut-être un de plus dans l'effectif niçois. J'ai beaucoup apprécié mon échange avec le confrère belge, je vais citer Stéphane Lecaillon, qui est un suiveur de l'Union Saint-Gilloise et avec qui j'ai échangé pour mon papier de demain d'annonce plutôt consacré à Charles Van Hout. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'il m'a dit, c'était que c'était un joueur typique de l'Union Saint-Gilloise avec beaucoup d'humilité, un joueur de travail, de labeur. Voilà, un joueur qui est pas là pour venir parler à la presse, pour venir faire un peu le Mario en dehors du terrain. C'est un joueur concentré sur le travail, la rigueur, l'exigence et qui témoigne de la progression qu'a eu ce club de l'Union Saint-Gilloise, assez incroyable. Ça fait 4 années d'affilée qu'il se bat pour le titre, ce club. Alors on connaît le Standard, l'Anderlecht, mais l'Union Saint-Gilloise. Et voilà, il incarne ça. Et je pense qu'à Nice, d'ailleurs Franck Hez l'a souvent un peu critiqué ces derniers temps, c'est un peu ce manque de travail, d'exigence qu'il peut avoir à l'OGC Nice. Il fait beau, les salaires sont assez confortables, la vie sur la Côte d'Azur est belle. Des fois, les joueurs s'endorment un peu. Et je pense que ce type de joueur-là, très travailleur, très humble, peut faire beaucoup de bien dans le vestiaire en secouant un peu le cocotier quand il le faut. Sera-t-il titulaire pour ses premiers pas du côté de l'OGC Nice? C'est la compo probable que va nous donner Will tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai... Ça fait longtemps que tu n'es pas venu au tableau. C'était Léandra qui te supplée sur la compo probable. Léandra qu'on embrasse, évidemment. Bien sûr. Donc tu vas nous détailler tout ça. En parlant déjà, les retours en défense, ils sont importants. Ils sont très importants parce que finalement, ces difficultés défensives, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont pas trop surprenantes non plus quand on sait que l'association entre Antoine Mendy, un jeune du centre, Djoumaba, un joueur qui avait une vingtaine de matchs en Ligue 1, et Opong qui découvre l'Europe, vraiment les championnats majeurs, qui était en Suède, forcément il n'y a pas vraiment un cadre, un expérimenté pour gérer les autres. Et c'est ce qu'on va retrouver logiquement avec le Capi, avec Dante qui pourrait et qui devrait même retrouver le brassard et l'axe de cette charnière à 3 devant Evan Diouf qui était parti en sélection, et avec donc
Là, le petit pari qu'on prend, c'est celui qu'a fait aussi Francaise lors du match amical contre le Genoa vendredi dernier, c'est-à-dire de recentrer Melvin Bard en axe gauche, comme il a déjà fait parfois la saison passée, et de mettre Opong ou Djoumaba à droite. Mais Opong est celui qui a peut-être montré le plus de garanties pour le moment. Celui qui a été, on va dire, le moins mauvais. Le moins mauvais. Voilà, on va le dire clairement. Et il a été surprenant même parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce niveau de performance pour un joueur qui arrivait de Suède. Donc on va dire le meilleur. Donc on va dire le meilleur. Ouais. Vraiment, la meilleure surprise. Et donc je pense que voilà, l'axe droit va se jouer entre lui et Djoumaba. On met une petite pièce sur Opong pour justement la dynamique bien plus positive que Djoumaba. Au milieu, et surtout dans les couloirs, on devrait retrouver Jonathan Klaus titulaire après son vrai faux départ à Leverkusen. Et de l'autre côté, c'est là qu'on expliquait pourquoi Gouveia peut être important par sa polyvalence, c'est qu'il pourrait justement répondre à un manque de ce côté gauche dans l'animation offensive. C'est un joueur qui court beaucoup, qui travaille beaucoup, et donc qui peut être occupé ce couloir gauche. C'est le pari qu'on prend dès demain contre Nantes, avec Hicham Boudaoui et la première de Van Hout. Pourquoi ? Parce que son profil est important. C'est un joueur qui a déjà joué 5 matchs entiers avec l'Union Saint-Gilloise cette saison. Appelé avec les Diables Rouges, il est rentré en jeu. Donc la dynamique s'y prête vachement bien et il était très motivé à l'idée de quitter l'Union Saint-Gilloise. Il arrive à l'OGC Nice avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Donc pourquoi pas démarrer dès demain face à Nantes. Et devant, parce que ça va être aussi très important. Devant aussi, il a un peu plus d'incertitude, notamment sur la présence de Johnson, parce que Johnson n'a pas démarré le match contre Genoa. C'est plutôt Sofiane Diop qui a démarré, avec Boga qui était plutôt aligné couloir droit. Donc à voir si Johnson sera conforté. Boga, lui, sera très probablement encore sur le terrain parce que c'est le joueur qui aujourd'hui offensivement a le plus de possibilités de changer de rythme, de créer l'animation offensive. Et Kevin Carlos qui aujourd'hui a les préférences de Francaise, il l'a dit aussi aujourd'hui. Terem Moffi n'a pas été suffisamment bon pour répondre aux exigences du coach et il était malade. Si il n'a pas joué contre le Genoa, c'était pour ça. Donc aujourd'hui la dynamique, encore une fois comme au Pong, elle est en faveur de Kevin Carlos. Voilà, donc pour cette compo probable à J-1 de cette rencontre entre l'OGC Nice et le Football Club de Nantes. C'est important, elle est remplaçant. Ah, les remplaçants, je les connais pas. Ah. moi j'ai juste faire changer un match. J'ai juste une petite question sur Boudaoui qui a déjà fait tous les matchs depuis le début de saison, qui vient de faire 2 matchs quasi complets avec l'Algérie. On connaît aussi que c'est un joueur qui quand même a été assez fragile quand même ces dernières saisons. Est-ce que tu penses que S va pas être avoir envie de le faire peut-être souffler un peu? On lui colle cette étiquette de joueur fragile, mais si tu regardes les statistiques des dernières saisons passées, il a raté très très peu de matchs et il les rate plus souvent pour accumulation de cartons jaunes plutôt que par blessure. Donc aujourd'hui, Hicham n'est plus trop un joueur fragile. Par contre, c'est sûr que peut-être que 2 matchs avec l'Algérie, le voyage encouragera Francaise à le laisser sur le banc, peut-être au profit de Morgan Sanson qui lui faire jouer 60 minutes aussi. Ou lui faire jouer 60 minutes, voilà, c'est ça. Et Sanson 30. Ouais. Clairement, aujourd'hui, Hicham Boudaoui est le meilleur joueur de l'effectif niçois. C'est le joueur de Francaise du système qu'il connaît parfaitement. Donc, même trop, des fois, il se retrouve trop dans des situations où à la fin il est cuit, il n'arrive pas à faire le dernier geste. Donc peut-être que le pari, ce serait plutôt le mettre dans le 11 et le faire souffler plus tôt, parce que par contre, après, tu as l'enchaînement des matchs qui démarre. Ouais, tu as encore une semaine tranquille là. Derrière, où tu peux te bosser un peu. À partir de Brest, après c'est parti. Et puis après, c'est un match tous les 3 jours. Et Antoine, comme il dit, il est pas blessé. C'est parce que, à mon avis, comme tu le vois souvent avec un bandage à la main, ça te donne cette impression. C'est un guerrier, c'est un guerrier. C'est sûr. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet avant-match entre Nice et Nantes, samedi 17h, du côté de l'Alliance Riviera, samedi 17h, Nice-Nantes. On passe au cadeau. Alors un cadeau spécial, attention cette semaine parce que vous le savez, on fête maintenant depuis quelques mois les 80 ans de Nice Matin. Alors je vous présente ce magnifique
tote bag, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, dédié aux 80 ans de Nice Matin, et avec à l'intérieur, alors tout un tas de goodies, par exemple, il y a la casquette, regardez la casquette des 80 ans, elle est magnifique. Indispensable. De Nice Matin, il y a le petit carnet pour mettre vos notes, pour noter les joueurs niçois, aussi à l'intérieur. C'est et là puis, que Will va sévir. il y a le stylo pour noter le carnet, voilà, des 80 ans de Nice Matin, et bien le petit porte-clés également, qui sert à mesurer le bout de Chine. Ah, c'est bon, ça. C'est pour les boules, ça. Ouais. Voilà, ou autre chose. Hein, mais Il y a les mains, c'est comme vous le souhaitez. Et surtout, eh bien, il y a les 80 ans de Nice Matin, ce fabuleux, magnifique bouquin rétrospective. Écrit par Lionel Paoli. Écrit par Lionel Paoli, et je voulais vous Et montrer. avec une grande contribution de Philippe Combs. Voilà, Serge tu me l'as Sport. coupé, parce que je voulais montrer effectivement la leyenda qu'on embrasse évidemment, et il y a tout un tas d'articles au sujet du service des sports de Nice Matin, mais pas que, les grandes plumes de l'histoire de Nice Matin. Et pour gagner tout ça, c'est très simple, vous en avez d'habitude, il suffit de pronostiquer le score entre l'OGC Nice et le Football Club de Nantes, avec le nom des buteurs s'il y en a, le petit hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous retrouver et pour mettre en avant aussi, ne le cachons pas, l'émission, donc le score, les buteurs de ce Nice-Nantes et ce magnifique cadeau à remporter. Voilà, les 80 ans de Nice Matin, vous serez incollables sur l'histoire du journal et ceux qui l'ont fait surtout, c'est ça le plus important. On passe au Souviens-toi. Andy Delors fait l'actualité, mon cher Antoine. Oui. oui. Reviens avec nous. Oui, c'est à toi. Il est resté bloqué sur ton maître. Donc oui, Andy Delors, donc un petit souviens-toi sur Andy Delors. Pourquoi ? Parce que ce cher Andy a défrayé la chronique ces derniers jours en signant à l'AC Ajaccio, donc et surtout en Régional 2, puisque pour ceux qui seraient sur la Lune, qui reviendraient d'un voyage de la Lune, l'AC Ajaccio a été rétrogradé en Régional 2 pour raisons financières et autres. Donc en 7e division, donc il a 33 ans, Andy Delors, donc on le voit ici donc sur posé avec le maillot de la CA. Voilà. Tiens, mais vintage un peu, hein. Sans rien. On croirait la SCAN. C'est beau. C'est un peu les couleurs de la SCAN. Un peu les couleurs de la SCAN. Moi, c'est les couleurs de la Ajaccio aussi. Hein, donc. Ou l'Atletico. Ouais. Plus Atletico. Donc bon, c'est un coup de cœur. Hein. On connaît Andy Delors. C'est de la 7e division, donc hein, c'est là où joue Mougins et La Fontaine par exemple, hein, mais bon, voilà. Donc c'est un coup de cœur, c'est son club de cœur parce qu'il a été formé à la Ajaccio, il faut pas l'oublier, Andy Delors. C'est aussi la ville où il vient de se marier. Donc voilà, donc il a déjà dit quelques mots. Hier à l'entraînement, et il a dit de toute façon moi je m'adapte n'importe où, la Ajaccio est un club à part, mais moi aussi je suis à part. Donc comme ça, il dit j'aime ce club. Ma femme m'a dit tu es fou complet de rejoindre ce club, et lui il a dit c'est vrai que je suis fou. Donc comme ça, il est clair. Et on l'avait vu du côté de l'OGC Nice qu'il avait ce petit grain de folie. Effectivement. Voilà, mais c'est un coup de cœur. Il s'adapte partout. Il a fait de toute façon autant de clubs que de saisons en carrière quasiment. Donc c'est Andy Delors. De toute façon, c'est vrai que on peut pas dire que ces dernières saisons ont été bonnes. Hein. À Montpellier, bon, ça n'a pas été réussi ces 6 derniers mois. Ça s'est pas très bien passé. Il appartenait encore au Mouloudia d'Alger. Bon, voilà, donc il a choisi le coup de cœur. Il a même annoncé qu'au départ, il voulait peut-être rester jusqu'en janvier. Finalement, il a décidé de rester toute la saison. Donc avec le club l'AS Ajaccio en R2. Un club qui donc plusieurs professionnels ont voulu aider, notamment puisque Benjamin André a donné un coup de main aussi. Je crois Vincent Marchetti, Rémi Cabella, même au niveau du bureau, enfin ils sont investis. Son père Hector Cabella qui s'investit. Que des joueurs formés là-bas. Il y a Thomas Mangani, je crois finalement il le fera pas. Finalement Mangani ne le fera pas. Il y a Riyad Nouri. Ouais, mais Ajaccio, c'est la ville où il s'est marié, mais c'est aussi la ville de sa femme en fait. Oui, voilà. C'est là-bas qu'il a rencontré. Oui, parce quand il a été formé là-bas, il a rencontré là-bas sa femme formation. Et son beau-père avec qui il a de grosses attaches. Donc pour lui, Ajaccio et la Corse prennent une grande part dans son cœur. Bon. Voilà, donc ça nous donne l'occasion, après cette actualité, de reparler un petit peu du passage à Nice de Andy Delors, hein, qui a été un passage
malgré il a une marqué fin quand même. de Gouda qui a été très réussie, hein, parce qu'il il est quand même resté 1 an et demi à Nice. Donc là, on le voit, c'est le jour de sa présentation officielle. Il a rejoint le club le 28 août 2021 pour la saison 2021-2022. Il sortait d'une saison exceptionnelle avec Montpellier, hein, 22 buts en 40 matchs, si je me trompe pas. Et puis, de toute façon, il a choisi Nice plutôt que l'OM. Alors déjà, il avait mis les supporters dans son cœur, rien que comme ça. Il a aussi choisi Nice parce que c'était Christophe Galtier qu'il tenait en haute estime, et parce que évidemment le fils de Christophe Galtier était son agent aussi, hein, donc ça a facilité les choses. Il a bien commencé, il est rentré 12 minutes pour son premier match à Nantes, il fait une passe décisive. Son deuxième match contre Monaco, 1-2-2, il marque un but. Donc rien de mieux que de rentrer dans un club et c'est pour séduire les supporters et pour séduire même tous les observateurs. Donc on a retenu aussi des 3 images fortes de son passage à l'OGC Nice. D'abord un quart de finale de Coupe de France. Donc là on le voit, il est dans les filets presque. Il vient de marquer le 4e but niçois, la victoire 4-1 en quart de finale. Après avoir éliminé le PSG, les Niçois recevaient l'OM à l'Alliance Riviera le 9 février 2022. Et il fait un but et 2 passes D ce jour-là. D'ailleurs là il marque un peu du tibia, je crois, si je me rappelle bien, et que ça va dans la lucarne. Saliba, là. Voilà. Ouais. Donc il y a eu ce match-là. Ensuite, il marque, on va le voir, le 5 mars 2022, là c'est contre le PSG. Il marque le seul but des Niçois, victoire 1-0 à la dernière minute contre le PSG. Donc des beaux buts et en plus décisif. Ouais, du pied droit cette fois-ci, là l'autre c'était du gauche, et sur une passe décisive de Calvin Stengs. Voilà. Et il en avait fait. Ouais, la seule chose qu'il a fait bien à l'OGC Nice. Méchant. Voilà, donc 1-0, c'est le seul buteur de ce match-là, donc il a quand même marqué des buts importants. Et juste après, la semaine d'après ce match, on l'a reçu. Il a reçu dans un très grand média. Ah voilà. Voilà. Donc c'était sa meilleure action, ça. Voilà. Donc il a été reçu à Gym Tonic. Donc il y avait Vincent et Philippe. Il n'y a pas Antoine. C'était un super moment. J'étais pas là. Il y avait Vincent, Philippe, tu William prenais la photo. Et moi je prenais la photo. C'est Sophie qui a pris la photo. Non, mais Voilà. je me souviens, oui, on avait passé un super moment. avec Ouais, Andy, Andy, il le dit lui-même qu'il est à part, mais c'est vrai, c'est un garçon assez atypique et il est très attachant. dans le milieu du foot et très attachant parce que en fait il est comme il est dans la vie, en fait il sans filtre. Voilà, donc Mais Andy. sur un terrain, il avait du caractère. Oui, Ouais, ouais. et, C'est ça. et Des joueurs comme ça. quand en fait rencontrer Andy Delors, c'est jamais de se sentir la position du journaliste face au footballeur professionnel. C'est comme si tu parlais au pote Andy, en fait, et c'est ça la simplicité qu'il a toujours entretenue et qu'il a toujours gardée. Donc c'est pas hasard si un joueur comme ça finit sa carrière en disant je vais jouer pour le club du coin, quoi. Voilà. Et évidemment après même son meilleur match avec Nice est encore à venir, puisque c'était le 21 mai 2022. Voilà, j'ai cru que t'avais oublié. Et ouais, Quand même. ça va. Tout le monde se souvient du triplé. Ce fameux triplé à Reims, dont on va voir 2 photos. La remontada à la Delors, à la niçoise, à la Galtier, qui a offert à Nice un barrage de Ligue Europa Conférence. Donc là, on le voit, ça devait être le deuxième ou le premier ou le deuxième but. Oui, parce que Nice perdait 2-0. Nice perdait Ouais, 2-0, il me semble. Il gagne 3-2 dans les 10 dernières minutes. Hein. Ouais. Dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, fabuleux. Donc Magie du football. Il y a un ciseau, je crois. Oui, un ciseau. C'est la magie du football, ça. Donc c'est une saison quand même où j'ai 37 matchs, 18 buts, 4 passes décisives. Eh ben, Donc, Kevin, si tu nous entends, Voilà. Donc on te souhaite les 18 buts. c'est quand même faut le faire. un passage très, très réussi. Il avait été élu aiglon de l'année par les supporters. Normal. Bien mérité. Avec des supporters avec qui n'hésitaient pas d'ailleurs à jouer à la pétanque. D'ailleurs, voilà. Mais pas que. Et puis et oui, tu te rappelles du chant qu'il avait à sa gloire? Ouais. Vas-y. Non. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore, il Eh est oui, niçois. je chante Oui, pas, moi. je l'adore, Ouais. il est niçois Andy Delors. Donc, Bon, ça voilà. c'était moins bien terminé avec les. Bon, ça c'était moins bien Ouais. terminé. Effectivement, mais pourquoi? Pourquoi? Bah, Parce que toujours, parce qu'il y a Ouais. quelqu'un qui avait mis son nez là-dedans qu'il ne Voilà. fallait pas. Non, mais après, Toujours le même. justement, après ces 3 buts à Reims, il avait été. Les dirigeants lui auraient promis. Un dirigeant. Un dirigeant, Disons-le. Un Disons-le. dirigeant. Dave Raysford. Un chauve. Voilà. lui aurait promis donc une revalorisation salariale. Sur l'euphorie peut-être Voilà. du Ouais. 3-2. Donc 6 mois après, il n'avait rien vu venir. Puis il faut dire que aussi Andy avait été déçu du mercato estival, avait été déçu par le départ de Christophe Galtier. Donc effectivement, ça c'était pas, il était plus trop dans l'état d'esprit. Malgré tout,
il fait quand même 18 matchs, 7 buts et une passe décisive en faisant la gueule, on va dire. Donc c'est quand même pas mal. Et il fera son dernier match le 11 janvier 2023. On le voit ici, donc contre son ancien club Montpellier. Où il rentre en fin de match, le fameux 6-1 contre Montpellier de Didier Digard. Ouais. La première. Il n'a pas été en sélection aussi. Il a déjà la sélection algérienne. Ouais. Le fameux 6-1, donc c'est son dernier match et je pense il rentre, il marque un but, une passe décisive pour son dernier match. Bon, c'était un beau dernier match pour son départ. Et là, il n'avait pas beaucoup joué avec Gaëtan Laborde, parce que quasiment pas. Lucien Favre le faisait pas jouer puisque tout le monde avait envie de voir ce qu'il allait faire Montpellier, le reproduire avec Gaëtan Laborde. Et donc en plus, quelques jours après, il part en départ en prêt à Nantes. Et puis bon, on connaît la suite. Voilà. C'est pas très bien passé non plus. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur Andy Delors, que l'on salue évidemment, et on salue son initiative comme ça d'aller jouer du côté de la CA Ajaccio en Régional 2. Il passe ça dans le coin, hein. Du coup tu l'as dit, contre La Fontaine. Non, mais ça, c'est le niveau, parce qu'à Régional 2, il joue encore. Ah, il joue encore. C'est régional. Bah oui, régional. Ça c'est pas grave. Non mais t'as raison, n'importe quoi. Bon bref. On ira le voir nous. Hein? On ira le voir nous. Oui, on ira le voir nous du côté de l'île de Beauté. Effectivement. Jérôme, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été sur le plateau de Jimto pour ta première. Ça m'a fait plaisir. Eh ben nous merci aussi. beaucoup. Écoute, c'était d'autant plus sympa. de revoir des gens que je connais, que j'apprécie, dont Antoine, avec qui j'ai été. Et oui, Jérôme, on a joué ensemble, mais on n'a pas eu la même trajectoire footballistique. Oui, mais c'est à cause des blessures, tout ça. Non. Il a quand même dit que t'étais un bon joueur. J'allais au charbon, voilà. Et lui, il allait au charbon et en plus, il était technique. Voilà. Il était technique, il était bon, il était grand, il était fin. Merci. Il avait tout. Bon, merci en tous les cas d'être venu avec nous, Aurélien, William et Antoine. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à Sophie Dancé, Philippe Bertillier, Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.